Winners don't use drugs. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e numéro d'Alley-Oop Café. Je me trouve actuellement à l'hôpital Lariboisière où notre cher ami Abel a vu le jour il y a X années. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose assez particulière concernant des joueurs de la Ligue de basket nord-américain. En effet, certains d'entre eux ont connu une carrière malheureusement entachée par des problèmes d'addiction. Pour ce numéro, je suis en compagnie de mon cher ami Philippe. Bonjour Bernard, ravi de te retrouver après cette longue période de vacances qui vient de se terminer. Pareil Philippe, et merci d'avoir accepté que nous nous voyions pour parler de ce phénomène d'addiction qui a pourri la carrière de nombre de joueurs de la Ligue de basket nord-américain. Voilà. Pour ceci, nous allons utiliser un mode un peu particulier. On va parler d'abord d'un coach, ensuite nous allons parler de joueurs remplaçants au nombre de 6 et ensuite nous avons établi un 5 majeur. Ça un peu porter débat, mais libre à vous justement de commenter. Alors nous allons commencer par ces remplaçants dont a parlé Bernard, par William Bedford. William Bedford est un beau bébé de 2,13 m, 7 pieds, qui a été drafté en 1986. Il plongera après une carrière anonyme et malgré un potentiel énorme. Il arrêtera sa carrière en 92, mais continuera à avoir des problèmes de drogue après avoir arrêté sa carrière, jusqu'à prendre 10 ans de prison pour possession de marijuana. Il en purgera 10, mais son histoire se termine quand même bien parce qu'aujourd'hui, il s'est ressaisi et il est coach de basket. Nous allons parler à présent du deuxième remplaçant. Il s'agit de Stanley Roberts. Stanley Roberts, en fait, c'est un pivot également, donc de 2,13 m. Par contre, lui, il pesait 130 kg. Un beau bébé qui a joué dans la même fac que le fameux Shaquille O'Neal. Il a joué à Louisiana State. Il avait un très gros potentiel. À un moment, on le présentait même comme le potentiel meilleur pivot de l'histoire carrément de la NBA. Seul souci, Stanley était un peu feignant et avait également des problèmes d'addiction. Il a été d'ailleurs suspendu en 1999 par la NBA pour un usage d'amphétamine. Le troisième joueur dont nous allons parler s'appelle Louis Lloyd. Un garçon qui a été drafté très bas, quatrième choix de la quatrième tour de la draft, tour, 76e choix. Donc vous imaginez à quel point il a été pris tard. Et nous pensons qu'il a même été pris tard à cause déjà de ses problèmes d'addiction qui ont empêché que les équipes lui fassent confiance. Il aura quand même une carrière bon an, mal an, pas mal. Il aura même son heure de gloire en 1986 en jouant la finale avec les Houston Rockets contre Boston Celtics. Dans cette équipe-là, nous avions Ralph Sampson à 2,24 m, un ailier, et Hakeem Olajuwon à 2,13 m, le pivot. Louis Lloyd, malheureusement, donc, sera suspendu 2 ans et demi pour usage de cocaïne. Il tentera un retour dans la NBA, mais en 1990, sa carrière sera terminée. Nous allons parler à présent d'un joueur fantastique qui n'est pas bien connu du grand public, ne serait-ce que le public français, mais qui aura laissé quand même une certaine trace, ne serait-ce qu'au niveau des statistiques. John Drew. C'était un arrière-ailier
extraordinaire qui tourne quand même à 21 points de moyenne sur sa carrière. For Erickson, Green's got the ball. Cross-court pass to Drew. Drew's 20-foot jumper, that's good. Johnny Drew off of the bench. He's got 17. Griffin 3-point line from where he shoots very effectively. Drew, 22-footer on the way, good. Why wouldn't they have magic on Drew? Il a joué au Atlanta Hawks de 1974 à 1982 et a fait partie du fameux échange contre Dominique Wilkins, ce qui aura assuré au moins le succès aux Hawks, n'est-ce pas Philippe? N'est-ce pas? Il finira sa carrière chez les Jazz. John Drew est le premier joueur que nous avons sélectionné qui sera suspendu à vie, banni à vie de la NBA. Il le vivra très difficilement et aura même par la suite des problèmes dans sa vie personnelle. Malheureusement. Et vous vous rendez compte que nous parlons quand même là d'un joueur qui tourne sur sa carrière à 21 points de moyenne, 7 rebonds et qui aura été sélectionné 2 fois pour le All-Star Game. À présent, nous allons parler d'un joueur fantastique, mais malheureusement qui n'aura pas atteint son potentiel, lui aussi, pour cause d'usage de cocaïne. Nous parlons là de Richard Dumas. Richard Dumas, ça vous dit quelque chose? Finale NBA 93. Il n'arrêtait pas de dunker sur la défense des Bulls. Et pourtant, il y avait Scottie Pippen sur lui. Richard Dumas, donc 2m01, 93 kg. Un gars qui a été drafté très tard aussi, probablement à cause de ses antécédents cocaïnomanes. Il aura d'ailleurs commencé sa carrière en NBA en étant suspendu 19 matchs. Sa carrière, malheureusement, en NBA ne durera que 5 ans. KJ again in trouble, but finds Dumas again. This should be a dunk. Picked away again. Marley 3-on-1. Ooh! But they seem quite... Imaginez s'il avait été au niveau de ces finales NBA 93. Nous aurions eu probablement un des meilleurs ailiers de l'histoire. Le 6e joueur choisi et sélectionné est tout simplement le Rain Man. Si Rain Man ne vous dit rien, il s'agit de Shawn Kemp. Il a été drafté finalement très bas aussi, 17e choix de draft, malgré son potentiel énorme, car il avait déjà des problèmes à l'université pour des vols d'objets certainement, parce qu'il avait déjà des besoins de drogue à satisfaire. Il aura une carrière phénoménale d'environ 10 ans. 1000 matchs NBA, des All-Star Games, un dunker pas possible si vous voyez les images, il est extraordinaire. Minutes left in the third. And he shouts out with joy. Up to Gary Payton. Lead pass to Kemp. He'll play it down. What a lob! Whoa! Gary Payton with a lob ahead to Kemp. He went airborne, defying gravity. What a play! The Rain Man. Holy smokes! Kemp's got it right up into the alley. Power slam! Tomahawk slam! Yeah, baby! Into Lister's face. Woo! The Rain Man! Malheureusement, Shawn Kemp prendra pratiquement une surcharge pondérale de 30 kg. 30 kg, vous vous imaginez, tout ça à cause de l'usage de la drogue, et il finira comme un anonyme joueur malgré son énorme potentiel. Bon, Philippe, après les remplaçants, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons le 5 majeur, des joueurs dont la carrière a été interrompue par des problèmes de drogue. Ce choix va peut-être vous paraître subjectif, mais certains d'entre eux ont été des superstars et certains d'entre eux, malheureusement, ne sont plus de ce monde. Le premier joueur de notre 5 de départ sera un intérieur qui avait une très grosse renommée. Il s'agit de Roy Tarpley. Roy Tarpley, ce nom ne dira rien évidemment à ceux qui ont moins de 40 ans, effectivement. Roy Tarpley a été un super joueur. Il est sorti de l'Université de Michigan en 1986, drafté en 7e position. Ce joueur pouvait jouer power forward ou pivot. Il a fait partie de la grande équipe de Dallas qui a réalisé un super parcours 88,
qui a terminé en finale de conférence contre les Lakers. Roy Tarpley, 2m13, 109 kg, un potentiel énorme. Après une grande carrière à la fac, a réalisé de très belles choses à NBA. Il a notamment été élu meilleur 6e homme de la Ligue en 1988. Has been coming off the bench and playing some spectacular ball. Aguirre up front, misses the shot, rebound Tarpley. Vous imaginez quand même le potentiel. Malheureusement, Roy sera rattrapé par certains démons qui ont certainement dû commencer un peu plus tôt. En effet, après 3 contrôles positifs à la cocaïne, il sera premièrement banni en 1991. Ça ne l'empêche pas de réussir une belle carrière européenne, notamment à l'Olympiakos à l'Aris Salonique. Il revient en NBA en 1994, mais en 1995, il se retrouve banni à vie. Et malheureusement, le 9 janvier 2015, on retrouve son corps sans vie à son domicile. Les causes de la mort n'ont pas été annoncées. Le second joueur que nous avons dans ce 5 majeur n'est autre que Chris Washburn. Chris Washburn qui sort de North Carolina State, un pivot de 2m10 quand même, avec de très bonnes stats. Alors Chris Washburn sera 3e choix de la draft 86. Malheureusement, il ne fera que 72 matchs en 2 ans NBA parce que dès l'entrée de la saison, le début de la saison, il a des problèmes avec son équipe pour usage de cocaïne. Il n'aura malheureusement pas une longue carrière et finira suspendu à vie également en NBA. Ce Washburn, hein, quel gaspillage hein, quand même. Hein. C'est fou. Une catastrophe. Un vrai désastre. Oh, comment ça? Je suis en train de parler de quoi? Ça va Bernard? Ça va? Philippe, hein? On était en train de parler en fait des joueurs NBA qui ont connu des problèmes d'addiction. Ah, mince. On parle d'addiction, pas seulement de drogue, mais également d'alcool aussi. Et d'ailleurs, là, nous allons toucher à un joueur formidable, David Thompson. David Thompson, c'est un des plus grands potentiels de l'histoire de la NBA. D'ailleurs, il est Hall of Fame, hein, ce joueur-là. Pourquoi Hall of Fame? Simplement parce qu'il a eu une carrière universitaire formidable. Il a été élu 2 fois meilleur joueur universitaire. Il a d'ailleurs eu un titre NCAA. Déjà pour commencer, c'est pas mal, hein? Une anecdote assez extraordinaire. David Thompson n'a pas pu claquer un dunk de toute sa carrière universitaire car le dunk était interdit suite à l'ultra-domination de Karim Abdul-Jabbar lors de ses années à UCLA. Après sa carrière universitaire, David Thompson a eu une très belle carrière NBA. C'était un super scoreur qui a une moyenne sur sa carrière de 23 points tout de même. C'est un des 6 joueurs dans l'histoire à avoir claqué plus de 70 points dans un match. 73 exactement. David Thompson, Brett Hayes, what a head fake. This is vintage David Thompson. Sure is. And you don't see Ray get beaten like that very often. Probably the roll. Oh, bring it. Ball. The pass is still hot. Here's David Thompson. David Thompson, his eyes light up. He brings it from downtown. He's way up there. Big grand slam. Il est également connu pour avoir disputé la finale du premier concours de dunk. Oui, en 76 contre le fameux Dr. J. Tu te rends compte? Absolument. Tu te souviens de ce dunk qui plaque ligne de fond là? Ce 360? Absolument, et il s'agit du premier concours de dunk. En fait, c'est la période où l'ABA, la défunte ABA, est remplacée par la NBA. Tout à fait. Et après ça, David Thompson, malheureusement, commencera à avoir une carrière plus ou moins déclinante, surtout à partir de 1981. Il prendra sa retraite définitivement en 85. Il n'a pas été banni à vie de la NBA, mais ce sont ses problèmes de cocaïne qui, malheureusement, ont mené sa carrière vers un certain échec. Toutefois, il est connu. 1 point Sixers lead. Thompson. Parce qu'il termine quand même sa carrière à 31 ans. C'est jeune, mais c'est à cause des problèmes d'addiction. Mais oui, malheureusement. Mais il est au Hall of Fame, malgré tout, car il a énormément marqué son époque. Quel gâchis quand même ce David Thompson. Ah, c'est incroyable, malheureusement. Mais il a eu quand même une belle carrière, au moins statistiquement. Il a laissé sa place. Hein. Il est dans le Hall of Fame tout de même. Hein. Nous allons parler peut-être d'un joueur particulier que tu connais bien. Michael Ray Richardson.
Ah, quel dommage, je dois y aller, mais c'est avec plaisir. Tu pars pratiquement au meilleur moment. Moment, mais au plaisir pour reparler de tous ces joueurs qui malheureusement sont passés à côté de plus grandes choses. À bientôt Vera, à bientôt Philippe. Salut Vivien. Michael Ray Richardson, dont nous parlions, a tout simplement été... Et oui, n'oubliez pas aussi tout ce qui est YouTube, la chaîne YouTube de la Loupe Café, Twitter, Facebook, Instagram. À bientôt. Salut Vivien. Le prochain joueur dont nous allons parler n'est autre que Michael Ray Richardson, que nous avons très bien connu en France, qui a une histoire avec la France. Alors, il s'agit d'une véritable star NBA qui tourne quand même dans sa carrière à 15 points de moyenne et 7 passes décisives, 2,5 interceptions par match. And the Knicks go by 13. 7:04 to play, third period. That's a tough shot, Michael Ray here. Jusqu'aujourd'hui, il fait encore partie des meilleurs passeurs et surtout meilleurs intercepteurs de la ligue. Il est toujours dans les stats. Alors, malheureusement, il n'aura eu une carrière que de 8 ans à cause des problèmes de drogue. Une première suspension et en 1986, une suspension à vie pour Michael Ray Richardson qui malheureusement devra continuer sa carrière ailleurs. On l'a vu en Italie dans le championnat et il finira même à Antibes où il joue la mémorable finale de 1995, n'est-ce pas Bernard? Eh ben oui, je m'en souviens très bien parce que j'ai regardé ce match en direct. C'était la finale, le match 4 à Pau Orthez où il plante le shoot de la victoire à 40 ans. Pratiquement 40 ans, voilà, c'est un véritable gâchis de voir qu'un joueur pareil a dû arrêter sa carrière à cause de problèmes de drogue. Nous pensons même que ses penchants pour la drogue lui auront coûté sa place dans le Hall of Fame. Certainement. On est bien d'accord. Le numéro 1 de cette sélection que nous avons faite, dont les carrières ont été éphémères à cause de l'usage de la drogue, n'est autre que le champion toute catégorie, Len Bias. Oui, Len Bias. Len Bias, c'est des fois même les mots me manquent pour dire quel genre de joueur fabuleux il a été et qu'il aurait pu être. Beaucoup d'experts disent que la face de la NBA aurait été changée. Len Bias, donc 2,03 m, sort de l'université de Maryland où il reçoit de nombreuses récompenses. C'était un ailier explosif capable de créer son propre shoot, pas maladroit de loin en plus et physiquement supérieur. Beaucoup de personnes l'ont comparé à Michael Jordan. Ils étaient impatients de voir le duel entre Jordan et Len Bias. Et on parle d'un joueur dont le destin aura été tragique. Il est drafté donc en 1986 par les Boston Celtics qui, à ce moment-là, réussissent un coup fumant car ils ont échangé leur tour de draft avec les Golden State Warriors et se retrouvent donc avec le deuxième choix. Choix numéro 2, Boston se retrouve avec Len Bias, formidable. Et là, on se dit que les Celtics sont quand même champions NBA en 86, se retrouvent avec le deuxième choix de draft. Il y a une dynastie qui va arriver. Les Celtics vont dominer la NBA. Les Lakers vont se retrouver comme peau de chagrin. Voilà, nous sommes le 17 juin 1986. Tout va bien, c'est la fête. Il est drafté. C'est la fête. C'est la fête à Boston. Red Auerbach va certainement être encore une fois élu meilleur dirigeant de la NBA. Et donc, on va se retrouver avec une franchise des Celtics avec de nombreux titres à venir. Malheureusement. Il y a un souci. Malheureusement, Len Bias était addict à la cocaïne. Et dans la nuit du 18 au 19 juin, oui, chers amis, je vous parle à peine 1 à 2 jours plus tard, Len Bias fait une overdose au crack. Et on retrouve son corps sans vie à son domicile universitaire. Il y a même quelque chose d'étrange sur sa mort, parce que à peine sa mort connue, on apprend que son casier a été soigneusement nettoyé. Ah, c'est incroyable. C'est pour dire que ces soucis de drogue ne dataient pas d'hier.
Et donc en fait, Len Bias a payé le prix fort pour son addiction et la face de la NBF malheureusement ne sera pas changée. Imaginez seulement une rivalité à l'Est. Jordan versus Bias. Boston versus Chicago. On aurait eu des matchs fantastiques. Imaginez le nombre de maillots frappés du numéro 30 de Len Bias qui aurait été vendu. La face de la NBA aurait été changée. De nombreux experts disent « What if ?» Cette phrase, hein Philippe? Oui, What absolument. if? Malheureusement, on n'aura jamais l'occasion de savoir ce qu'il aurait pu être. Eh oui, eh oui. On s'est rendu compte d'un truc, Philippe. Hein. Absolument, on se rend compte quand même que cette draft 86 est une draft maudite parce que parmi les joueurs qu'on a choisis, il y en a 4 qui sont de cette draft et choisis très très haut. Donc il y a Len Bias qui est 2e choix de draft, nous avons Roy Tarpley qui a été 6e choix de draft, 7e choix de draft, nous avons Chris Washburn 3e, qui a été 3e choix de draft et nous avons en 4 William Bedford, William, 6e. une draft maudite à cause de l'usage de la drogue, la cocaïne. À toute équipe, il faut un coach, n'est-ce pas? Sans coach, il n'y a pas de direction de jeu. Cette équipe serait coachée donc, pour nous par le fameux John Lucas II. Oui, John Lucas II parce que son fils c'est John Lucas III et c'est le fils de John Lucas. Voilà, à part cette anecdote, John Lucas donc a été tout d'abord un formidable joueur universitaire à l'université de Maryland. Donc à Maryland, il est également un excellent tennisman, car il a été également élu meilleur joueur de tennis de sa conférence universitaire, la fameuse ACC. John Lucas est donc choisi en premier choix par les Houston Rockets en 1976. Premier choix de draft. Il aura eu, lui, une très bonne carrière NBA. Toutefois, il connaîtra d'énormes problèmes vis-à-vis de la drogue. Mais il n'est pas banni de la ligue, simplement parce qu'il demande de l'aide. C'est un des très rares à avouer ouvertement donc, ses problèmes de cocaïne et d'alcoolisme. John Lucas, quelque part, est un exemple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aura réussi finalement à surmonter ses addictions et utilisera son expérience pour aider des plus jeunes joueurs. Il sera par ailleurs coach NBA, oui, il aura certaines franchises, d'ailleurs les San Antonio Spurs, hein Philippe? Il aura coaché les Spurs à un niveau de playoff tout de même, mais par la suite, il n'aura pas de très très bons résultats. Ceci dit, ça reste un homme formidable. Absolument, parce que de tous ceux qu'on a cités, c'est le seul qui a pris l'initiative de demander de l'aide parce qu'il savait que cette addiction pourrait détruire sa carrière. Voilà donc notre dramatique team. On a fait une équipe de 11 joueurs avec 6 remplaçants et 5 titulaires en quelque sorte, mais un 5 dramatique. Une équipe dramatique avec un coach
qui a connu aussi les problèmes de drogue et d'alcool. Et tout le bien qu'on peut souhaiter aux jeunes aujourd'hui, c'est de se tenir éloignés de ces substances, ne fût-ce que par rapport à eux-mêmes, mais aussi par rapport à la pratique d'un sport. C'est sûr. Il faudra quand même qu'on donne du crédit à David Stern quelque part, parce que c'est un businessman avisé qui a pris des décisions radicales. Bon, pour nous, ça nous fait un peu de la peine car certains joueurs quand même méritaient une chance supplémentaire, je pense. Ça a brisé certaines carrières. Ce choix, par exemple, de virer définitivement John Drew, ce choix de virer définitivement Michael Ray Richardson, ce choix également de virer définitivement Roy Tarpley, bon, ça interpelle, mais il y avait une certaine discipline à avoir. Il avait un produit marketing, il l'a fait fructifier à partir d'une certaine politique très, punchy, sans aucune complaisance vis-à-vis de ses problèmes. Voilà. Peut-être que le renouveau de la NBA, en fait, est parti de ce genre d'intransigeance. Absolument, Bernard. Il faut reconnaître que les problèmes de drogue qui ont été sérieusement combattus coïncident avec l'arrivée de David Stern à la tête de la NBA. Aujourd'hui, personne ne peut le lui reprocher parce que tout simplement, systématiquement, ces problèmes sont pris en charge. Oui. Automatiquement, les entrées au gymnase ont été de plus en plus nombreuses. Oui. Et aujourd'hui, la masse salariale, les contrats télévision, tout ça sont de plus en plus Vérifique, hein. intéressants. Ah oui. Tout ça à cause de David Stern qui a combattu tout ce qui pouvait d'une manière ou d'une autre ternir l'image de la Ligue, notamment l'usage de la drogue et de l'alcool. Ben voilà, c'était le mot de la fin pour ce 5e numéro d'Alley Hoop Express. Merci Philippe, ça m'a fait super plaisir de pouvoir traiter toutes ces choses avec toi. Voilà. Merci Bernard, tout le plaisir a été pour moi. À bientôt pour un prochain numéro d'Alley Hoop Café.